L'amour, qu'est-ce que c'est? Il y a des choses qu'on ne vous a jamais dit par rapport à l'amour. Et je voudrais revenir par rapport à ça. D'abord, la première des choses que je voudrais que vous compreniez, c'est que la meilleure façon de faire les choses dans la vie, c'est qu'à un moment donné, vous devez accepter, déconstruire tout ce que vous connaissez pour apprendre de nouvelles choses. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à renoncer à tout ce que vous avez connu jusque-là sur l'amour. Et ayez, tel le cœur d'un enfant, cette facilité, cette liberté, cette... facilité, c'est déjà le mot, pour pouvoir accueillir ce que je vais vous dire. Il y a 3 mensonges, même plus, qu'on nous a inculqué sur l'amour, mais 3 mensonges majeurs. Le premier, c'est qu'on vous a dit que l'amour, c'était être gentil, c'était tout accepter. Quand une personne est gentille avec vous, quand une personne vous apporte toute son attention, malgré vos bêtises, etc., on dit « ah, il m'aime ». Et je vois même des gens qui se disent « ah non, quand tu as une femme qui n'est pas un peu capricieuse, quand tu as un homme qui n'est pas un peu jaloux, c'est qu'il ne t'aime pas ». On prend que là où on parle de caprice, là où on parle de lâcheté et que l'autre accepte, c'est que c'est de l'amour. Donc, quand je ne suis pas d'accord avec les caprices de l'autre, quand je ne suis pas d'accord avec, comment je vais dire, les exigences de l'autre, etc., on va dire que non, c'est parce que tu n'aimes pas. Si on fait ça, c'est parce qu'on t'aime, non? Pourquoi est-ce que toi, tu es gêné? C'est de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas tout tolérer. L'amour, ce n'est pas être gentil. Faux, c'est de la lâcheté. Le deuxième mensonge qu'on vous a souvent dit, qu'on nous a tous souvent dit, c'est que l'amour, c'était trouver sa moitié, trouver votre moitié. Et beaucoup d'entre vous, vous utilisez cette expression-là. Oh, ma moitié, ma douce moitié, ma tendre moitié. C'est comme si vous-même, vous n'étiez pas complet et il vous faut quelqu'un pour être complet. Cette manière de penser, c'est une erreur grave. C'est ce qui crée véritablement le narcissisme. C'est ce qui crée la dépendance. Le véritable amour, ce n'est pas trouver votre moitié qui vous ressemble. Non, quand c'est comme ça, vous n'allez jamais expérimenter le véritable amour. Troisième mensonge qu'on vous a dit, on vous a dit que l'amour, c'était le confort et la sécurité. Si je vis vraiment l'amour, j'aurai l'impression que oui, tout va bien, j'aurai l'impression que tout va dans le bon sens, etc. Quand c'est comme ça, c'est plutôt la mort de votre couple. Lorsque tout est beau, lorsqu'il y a le confort, lorsqu'il y a la sécurité, c'est la mort assurée du couple. Pourquoi est-ce que beaucoup de couples aujourd'hui, les gens se séparent? C'est parce qu'à un moment donné, il y a la routine. Il n'y a plus de piquant, il n'y a plus quelque chose d'extraordinaire, il n'y a plus quelque chose de nouveau. Le confort et la sécurité ne sont pas de l'amour. Donc, beaucoup de personnes, vous avez évalué l'amour par le fait qu'on vous donne des cadeaux, par le fait que la personne est présente, par le fait que la personne est attentionnée, par le fait que la personne vous rende des services, vous prépare, nettoie votre chambre, votre maison, met de l'ordre, etc. C'est ça que vous avez confondu avec l'amour. Sauf qu'avec le temps, c'est simplement une technique de drague et que lorsque la drague est passée, lorsque vous avez accepté, lorsque vous avez commencé par consommer véritablement l'amour, la véritable nature de l'autre va commencer par se révéler. Vous-même, votre véritable nature va commencer par se révéler. Et à un moment donné, vous allez commencer par vous détester, vous allez commencer par vous ennuyer l'un et l'autre. Est-ce que quelqu'un a déjà compris tout ce que je suis en train de vous dire là? Donc, ces éléments-là ne vous permettent pas de savoir ce que c'est que l'amour. Et ce soir, moi, je vais vous dire ce que c'est que l'amour, véritablement. La première des choses que je voudrais que vous compreniez, que vous notiez dans vos documents, c'est que l'amour, c'est un flux. Première des choses. L'amour, c'est un flux. Un flux, ça veut dire que l'amour, c'est comme l'eau. Ce n'est pas un objet solide. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose sur une étagère. Ce n'est pas quelque chose qu'on scelle avec un anneau. Non. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne par un acte parce que j'ai fait la dot. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose de fluide. C'est comme l'eau. C'est comme un océan. Ça dit, quand tu veux être sûr que tu es en train de vivre l'amour, c'est que tu dois imaginer en même temps les hauts et les bas. Tu dois imaginer une évolution. Tu dois imaginer une suite et non simplement t'arrêter au moment présent, à la personne que tu vois en face de toi, à la femme qui est présente en face de toi. Non, il faut que tu puisses voir beaucoup plus loin. La notion du flux
te montre que l'amour, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas quelque chose qui est mort. Ce n'est pas quelque chose, oui, on s'est marié, on s'est aimé, c'est fini. C'est un effort quotidien. C'est quelque chose qui doit être renouvelé. Cette prise de conscience-là, je t'assure que si tu commences à partir d'aujourd'hui par comprendre que l'amour, ce n'est pas quelque chose de figé et que c'est un flux, c'est de l'eau, ça va, le haut et le bas, et que tu t'engages dans une relation en tenant compte de cette réalité dès maintenant, tu as déjà remporté le combat de ton couple. Tu as déjà remporté le combat de ton couple. Quand j'ai rencontré mon épouse, on s'est dit, nous ne voulons pas nous préoccuper de demain. Demain va se prendre en charge. Mais nous allons vivre chaque instant comme cela se doit. Aujourd'hui, on le fera. Demain, on le fera. Après-demain, on le fera. Et quel que soit ce qui va arriver, nous nous engageons pour pouvoir affronter cela. Nous n'avons pas à nous préoccuper pour les guerres de demain, les doutes de demain. Mais nous nous engageons pour le fait que chaque jour, nous allons remplir et embellir notre présent, faire en sorte que le présent soit notre plus beau cadeau. Et chaque jour, quand vous prenez soin de cet amour-là finit par se dérouler encore, jusqu'à ce que cet amour devienne beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Vous faites de belles expériences de façon enchaînée. Mais la différence, on ne s'est pas arrêté simplement au moment présent. On s'est parlé, on a compris, on s'est projeté dans le futur, mais on a vécu le moment présent à chaque fois pour donner la possibilité et la chance au futur de devenir la réalité. Pourquoi? Parce que en vrai, l'amour étant un flux, étant comme l'eau, l'amour c'est également comme le temps. Or, le temps aussi est un flux. Et selon les principes du temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout existe sur la même échelle. La meilleure façon pour toi de créer ton futur, c'est de prendre l'engagement de vivre amplement ton moment présent. Et c'est ça le code, c'est ça le secret. Beaucoup d'entre vous, vous commencez l'amour avec des peurs, avec des inquiétudes. Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Est-ce qu'il a ci? Est-ce qu'il a ça? Est-ce que demain ce sera bon? Est-ce qu'il ne va pas me tromper? Est-ce qu'il ne va pas me rejeter plus tard? Est-ce qu'il ne va pas bouffer mes sous? Etc. Vous êtes là. Donc du coup, tous les critères que vous utilisez pour évaluer l'amour sont des critères fixes, solides, rigides. Alors que ce qu'il faut, c'est comment est-ce qu'elle me fait sentir en ce moment? Qu'est-ce qui me traverse? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens décuplé? Est-ce que je me sens emporté? Est-ce que je me sens totalement revisité? Est-ce que j'ai l'impression qu'en présence de l'autre, en compagnie de l'autre, je me sens léger? Je me sens... En fait, c'est ça ce que vous devez véritablement vérifier. C'est ça n'a rien de solide. Donc, n'évalue plus l'amour sur la base de critères visibles. Évalue plutôt sur la base de fluide. Donc, quand tu regardes une personne, c'est quoi tes émotions? Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois? Qu'est-ce qui t'a traversé? Comment tu te sens à l'idée de penser à la personne? Si tu peux faire attention à ces choses-là, mon ami, tu vas vite comprendre ce que c'est que l'amour. Parce que reconnaître le véritable amour n'est pas si compliqué que ça. C'est parce qu'il y a des interférences de fausses croyances qu'on a mis dans ta tête. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose que je voudrais que tu gardes par rapport à l'amour. Le véritable amour est quelque chose qui est utile. Utile. Garde bien ce mot-là. Le véritable amour, c'est quelque chose qui est utile, pas agréable. Il y a une différence entre l'utilité et ce qui est agréable. Le vrai amour se fiche de te faire plaisir. Je répète, le vrai amour se fiche de te faire plaisir. Le vrai amour, il veut simplement ton bien. Parfois, aimer, c'est dire non, c'est trancher. Quand tu vas expérimenter le véritable amour, tu vas voir que ce n'est que ce qui t'est utile, pas ce qui t'est agréable, pas ce qui va te faire du bien. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez le partenaire qui va vous comprendre, qui va vous accepter, qui va cautionner vos caprices, votre manque d'éducation. Vous cherchez quelqu'un qui va combler vos failles. Vous cherchez quelqu'un qui va combler votre légèreté, qui va accepter vos insuffisances, vos limitations. Non, le véritable amour, c'est quelqu'un qui va te pousser à t'améliorer, à devenir meilleur. C'est quelqu'un qui bouscule ton quotidien. C'est quelque chose qui t'amène à devenir une meilleure version de toi-même. Et si tu ne sais pas voir ces choses-là, tu ne peux pas comprendre. Ah, lui, il vient dans ma vie et tout commence par changer. Il commence pas à m'imposer quelque chose. J'ai l'impression que je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Non! Le véritable amour, c'est être dur pour sauver l'autre.
C'est être dur pour sauver l'autre. Merci beaucoup, Vicma. Quelqu'un qui te booste au quotidien. Mais booster, c'est que la personne t'amène à aller dans tes retranchements, à sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas forcément plaisant. Mais vous, vous cherchez ce qui va vous faire du plaisir. Ce qui va vous rendre, oh, il est tout, il est tendre, oh, elle est extraordinaire, elle m'apaise, elle fait ci. Non. S'il ne te donne pas envie de devenir une meilleure personne, de t'améliorer, ce n'est pas de l'amour. C'est juste du béguin, de la passion, de l'attention, du plaisir, du moment, mais ce n'est pas de l'amour. Tant que tu n'as pas ce désir de dépasser tes limites, ce n'est pas de l'amour. La complaisance n'est pas de l'amour. Troisième chose que vous devez garder, quand on parle de l'amour, très très important, on va parler de travail et de service. L'amour, c'est travailler et servir. Arrêtez de consommer l'amour. Il ne m'appelle pas assez. Il ne demande pas d'après moi. Il ne me donne pas ci. Il ne fait pas ci. Ah, elle n'est jamais là. Elle ne lave pas mes habits. Elle ne nettoie pas ma chambre. Ça, c'est les personnes qui consomment l'amour. Le véritable amour, c'est que c'est vous le producteur. C'est une mission, l'amour. Lorsque vous allez vivre l'amour, vous aurez le sentiment, vous aurez l'impression que vous êtes en mission dans la vie de l'autre. Vous aurez l'impression que vous vous mettez au service de l'autre, mais avec humilité. On n'a pas à vous le demander. C'est quelque chose qui est naturel en vous. Vous avez envie de protéger l'autre comme un trésor. Vous avez envie de veiller au bonheur de l'autre, pas de le posséder comme un objet. Beaucoup de personnes, ce qu'ils appellent amour, c'est qu'ils veulent posséder l'autre. C'est qu'ils veulent que l'autre soit votre possession. Madame, est-ce que je peux te choquer? Ton homme n'est pas ta possession. Monsieur, est-ce que je peux te choquer? Ta femme n'est pas ta possession. Quand tu arrives à croire que oui, tu m'appartiens, tu es pour moi, ce n'est pas de l'amour. Tu es dans la possessivité, tu es dans la possession. Tu es même dans l'obsession. Ça, ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour, c'est la liberté tout en se mettant au service de l'autre. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour te permettre désormais de savoir qui t'aime et qui tu aimes. Parce que si l'autre n'est pas à ton service, si tu ne sens pas que c'est volontaire, et là, tu n'as pas à le lui dire. Il faut que vous me compreniez. Parce que partout où vous commencez par exiger, c'est que l'amour devient solide. Ça doit être fluide. Si vous voyez que l'autre prend du plaisir à être à votre service, c'est déjà quelqu'un qui vous aime foncièrement. Vous n'avez pas à demander, oh, Marie, aimez vos femmes. C'est ce qu'on a dit. Si tu aimes ta femme, on va te respecter. Madame, tu n'aimes personne. Tu n'as pas l'amour. Si tu ne commences pas à demander de l'attention d'un homme, toi-même, tu n'aimes pas. Si tu ne commences pas à demander l'obéissance d'une femme, mon ami, tu n'aimes pas. Tu es en train de dire, tu es ma possession. J'ai le droit, tu dois me donner ça. Ce n'est pas de l'amour. C'est simplement un contrat que vous avez mis ensemble. Et malheureusement, même dans la religion, même dans les temples, beaucoup de relations ne sont uniquement que des contrats validés par des pseudo-hommes de Dieu. Ce n'est pas un mariage que Dieu agrée. C'est les hommes qui ont décrété ce mariage comme étant quelque chose que Dieu agrée. Vous ne pouvez pas demander la soumission ou le respect. Vous ne pouvez pas demander l'amour et l'attention. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous êtes dans la mauvaise relation. Partez de là. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Parce qu'aujourd'hui, la famille est menacée. J'ai mal quand je vois les couples être fragilisés. J'ai mal quand je vois les gens se marier. Au bout de quelques instants, tout est cassé. Non, j'ai mal. Tout ça parce qu'on n'a pas eu le courage de nous enseigner ce qui est bien. De nous dire ce qui est bien. On n'a pas eu le courage de donner le véritable enseignement. Quand Paul disait, Marie, aimez vos femmes, il le dit dans l'intérêt de l'homme. C'est une exhortation adressée à l'homme. Il n'a pas demandé à la femme de prendre ça comme excuse, comme exigence, comme réclamation. Non. Ça veut dire, homme, si tu veux vivre une vie de qualité, une vie de paix, une vie de bonheur, une vie de joie, qui va t'amener à grandir spirituellement, à aller au paradis, aime ta femme. Prends une femme que tu aimes, n'épouse jamais une femme que tu n'aimes pas. C'est ça la bonne explication de ce passage-là. Messieurs, si vous m'écoutez, ne faites jamais l'erreur d'épouser une femme que vous n'aimez pas. Vous allez commettre un péché. Parce que, rappelez-vous, lors du live dernier, je vous ai expliqué. Pourquoi est-ce que l'amour est indispensable? Pourquoi est-ce qu'un être humain doit aimer? Pourquoi est-ce que tout homme humain
tout être humain, tout au moins une fois dans sa vie, finit par tomber amoureux. Il n'y a pas. Même Hitler, il a été amoureux. Pourquoi est-ce que tout le monde, à un moment donné, on finit par tomber amoureux? Je vous ai expliqué. C'est parce que l'amour, c'est l'exutoire, c'est le chemin par lequel nous purgeons notre karma. C'est une grâce que Dieu nous fait pour qu'au moins une fois dans notre vie, que nous ayons l'occasion de nous mettre spontanément au service de quelqu'un avec humilité, désir de protéger la personne, et en le faisant, notre karma est effacé. Ça nous élève spirituellement. C'est ça le rôle de l'amour. Donc, si une relation ne t'élève pas spirituellement, mais dans quoi est-ce que tu te mets, mon ami? Si tu dois être dans une relation où tu sens tout le temps la colère, la haine, le mépris, où tu pries pour le mal de l'autre, où tu en viens à dire, je suis fatigué. Non, cette relation, il verra. Si c'est à moi qui va faire ça, il aura vu, je suis là, il n'a qu'à revenir me voir. Et tu penses que tu es en train de vivre une vie de qualité. Tu ne vis pas une vie de qualité, mon ami. Tu n'es pas en train de vivre conformément à l'esprit de l'amour, tel que prévu par le Créateur. Donc, il faut que vous compreniez correctement que le véritable amour doit impliquer forcément le travail et le service. Ne soyez plus des consommateurs de l'amour, mais soyez des producteurs de l'amour. Est-ce que vous me comprenez? Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup, Joe. C'est ça. C'est ça. C'est que chacun doit apporter des briques pour bâtir le mur. Chacun vient même avec ses propres instruments pour pouvoir bâtir. Donc, ça, c'est les 3 points dont j'avais parlé, en plus du 4e point, pourquoi est-ce que l'amour est indispensable, etc. Maintenant, je vous ai dit comment est-ce qu'on peut activer l'amour. Parce que c'est un code qu'on peut activer. Si vous voulez attirer à vous le bon partenaire, si vous voulez expérimenter l'amour pur authentique, vous allez devoir l'activer. Si vous avez compris mon développement jusque-là, vous allez voir que la meilleure façon d'activer l'amour, c'est de devenir d'abord soi-même l'amour. Parce que quand vous regardez, quand je vous dis que l'amour, c'est un flux, ce n'est pas quelque chose de figé, ça veut dire que vous devez d'abord être vous-même quelqu'un de très fluide. Vous devez apprendre à ne pas prendre la vie avec rigidité, à ne pas prendre les choses avec solidité. Vous devez comprendre que la vie, comme j'aime le dire, c'est un cadeau. Un cadeau, ça veut dire que tout ce qui vous arrive pour votre bien. Et lorsque vous comprenez ce que je suis en train de vous dire à ce stade-là, vous allez comprendre qu'il y a des relations qui sont nécessaires. Il y a ce qu'on appelle des relations de travail et des relations de destinée. Il y a parfois des couples de travail et des couples de destinée. Toutes les personnes que vous croisez, avec qui vous allez avoir une relation, ne sont pas destinées à être vos époux ou bien vos épouses. Il y a de ces personnes qui vous préparent à être l'épouse. Ça veut dire que toutes les déceptions que vous avez vécues par le passé font partie en quelque sorte des éléments qui vous préparent au véritable amour plus tard. Donc, en étant flux, c'est que vous allez maintenant apprendre les leçons que vous avez vécues de ces expériences-là et vous mettre à jour. Qu'est-ce que Paul m'a enseigné? Qu'est-ce que la relation avec Jacques m'a enseigné? Ah, quand j'étais avec Jeannette, qu'est-ce que cela m'a enseigné? Ah, ma déception, ma trahison avec Marlène m'a appris quoi comme leçon? C'est ça la notion de fluide. Ne pas être solide. Comprendre que c'est un processus. C'est un travail qu'il faut faire avec le temps. Deuxième chose, l'utilité. Vous-même, vous devez savoir à quoi est-ce que vous êtes utile. Si vous ne travaillez pas sur vous pour être utile à votre entourage, à votre communauté, etc., vous allez voir qu'à un moment donné, vous aurez du mal à attirer quelqu'un. Donc, le véritable amour s'active lorsque vous activez également votre propre utilité. La raison pour laquelle beaucoup n'expérimentent pas le véritable amour, c'est parce que ces personnes-là viennent avec une intention de tirer profit. On se dit, je vais au mariage pour être heureux. Non, il faut être heureux pour aller au mariage. Il faut être heureux pour pouvoir être dans le couple. Le couple, c'est 2 personnes qui sont foncièrement heureuses. Quand il n'y a pas ça, ça ne peut pas avancer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, troisième chose, c'est le travail et le service. Tu dois toi-même, naturellement, apprendre à travailler et à te mettre au service de l'autre. Tu dois avoir ce désir-là. C'est quand toi, tu as ce désir-là que tu arrives maintenant à activer le code de l'amour.
Il faut que tu arrives à une dimension où tu dis, Seigneur, aïe, 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 Seigneur, je veux être une bénédiction pour une femme. Je veux être une bénédiction pour une famille. Je suis prêt à mettre ma vision au service d'une femme. Je suis prêt à mettre mes moyens au service d'une femme. Je suis prêt à prendre soin d'une femme, à valoriser une âme, à faire d'elle la reine, la mère, la gardienne de l'humanité. Dès que tu commences pas à penser comme ça, tu es qualifié pour que la vie te dise oui, ça, c'est un soldat, il n'est pas n'importe qui. Il veut s'engager pour une mission. Trouvons-lui la bonne personne. C'est quand tu commences pas à dire, oh Seigneur, j'ai envie de prendre soin d'un homme. J'ai envie de bercer un homme afin qu'il puisse avoir la force, la capacité davantage d'accomplir sa mission, d'impacter, d'aller avec sa force pour bouger les lignes. J'ai envie d'être une bénédiction pour un homme. J'ai envie d'être une bénédiction pour une famille. Quand tu commences pas à penser de cette manière, je peux te garantir que tu es en train d'activer les codes d'amour. Voilà pourquoi lorsque je fais les classes attirer à soi le partenaire idéal, les classes ASPI, je fais comprendre à tous les participants que le début, c'est d'abord vous-même. Vous ne pouvez pas attirer à vous le partenaire idéal si vous-même, vous ne devenez pas le partenaire idéal. Parce que la vérité est qu'on ne trouve pas un homme, on ne trouve pas une femme. On attire l'homme qui résonne avec notre être intérieur. Du coup, tout cela vous oblige vous-même à faire un travail sur vous. Tu dois te guérir. Tu dois comprendre la raison pour laquelle tu as vécu dans un environnement où tu as eu des schémas. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que tes relations passées n'ont pas marché. Tu dois comprendre pourquoi toi-même tu as vécu des blessures, etc. Tu dois savoir véritablement ce que c'est que l'amour, ce qui est utile pour toi, ce qui est important, pas simplement ce qui est agréable. Tu dois savoir toi-même qu'est-ce que tu es censé apporter, en quoi est-ce que tu es bon, quelle est ta force, quelle est ton utilité dans la société. Dès que tu le sais, attirer la bonne personne n'est plus un problème. Ça devient quelque chose de facile. Et enfin, nous allons maintenant parler de la notion d'âme sœur. Et c'est de ça que je veux beaucoup plus parler aujourd'hui. Comment reconnaître son âme sœur? Maintenant que tu as fait le travail sur toi, maintenant que j'ai parlé de l'amour, de ce que c'est que l'amour, etc., comment est-ce que toi-même, tu peux maintenant reconnaître ton âme sœur? Parce que l'une des choses, c'est de faire un travail sur soi, c'est de se connaître, etc. Et ça, il y a beaucoup d'exercices. Si vous voulez, aller revoir mes lives. J'ai peut-être plein de lives pour gérer, par exemple, les schémas inconscients. J'ai parlé de l'eau et de votre ADN. Allez voir ça. Par rapport à la deuxième partie des schémas inconscients, j'ai parlé de l'eau et de la sexualité. Ensuite, j'ai parlé des blessures émotionnelles. Ça aussi, j'ai publié. Comment est-ce que l'eau peut vous permettre de vous guérir intérieurement? J'en ai parlé. Donc, ces 3 vidéos-là, vous pouvez les retrouver donc, sur ma chaîne YouTube pour pouvoir les resuivre. Maintenant, nous allons entrer en profondeur. La question que beaucoup me posent et que j'essaie de partager et d'expliquer. Par le passé, jusqu'à l'année dernière, je prenais le temps de citer 7 points aux gens qui vous permettent de reconnaître votre âme sœur. Par exemple, l'un des signes qui vous permet de reconnaître votre âme sœur, c'est lorsqu'il y a une connexion automatique avec la personne. Vous vous croisez, mais vous devenez irrésistibles l'un à l'autre. C'est quelque chose de simple, de basique. Ça frappe, ça capte directement, dès le premier regard. Sauf que cette façon de faire les choses, par exemple, peut matcher également avec un coup de foudre, mais qui n'a rien à voir avec votre âme sœur. Deuxième critère qui vous permettra de reconnaître votre âme sœur, lorsque vous êtes en face de votre âme sœur, systématiquement, à un moment donné, vous allez voir que vous vous sentez tellement à l'aise avec cette personne, vous avez l'impression que le courant passe très vite, vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis des années et vous échangez rapidement des informations. Vous parlez sans être gêné en face de cette personne-là. Un troisième signe qui vous permettra de reconnaître votre âme sœur, par exemple, c'est que vous avez une forme de complicité énergétique. Dès que vous pensez à quelque chose, l'autre également pense à la même chose. Dès que vous commencez une idée, l'autre va l'achever. Si vous avez en face de vous votre âme sœur, ça passe naturellement. Vous avez les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes façons de voir. C'est très rapide en fait. On ne réfléchit même pas. C'est quelque chose qui s'impose. Elvita, bonsoir. Est-ce que vous me comprenez? Ok. L'autre signe que vous allez voir lorsque vous êtes avec votre âme sœur, c'est que c'est quelqu'un, vous avez envie de faire quelque chose avec la personne, accomplir quelque chose, échanger quelque chose, réussir un projet, mais il y a quelque chose en vous qui vous pousse à organiser, à réaliser quelque chose, etc.
vous avez le sentiment, le désir que vous êtes poussés l'un vers l'autre pour pouvoir réaliser, pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas simplement une question de cesse, de cul, non. C'est beaucoup plus ça, c'est large, c'est beaucoup plus au-delà. D'accord? Ok. L'autre signe que vous allez voir lorsque vous êtes avec une personne qui est votre âme sœur, vous aurez du mal à vous quitter. Quand deux personnes sont des âmes sœurs, la pensée selon laquelle ces deux personnes vont se séparer est presque inacceptable. Merci beaucoup, Jodika. C'est des personnes qui ne pensent même pas à la séparation. Ça ne leur vient même pas à l'idée. Ils peuvent avoir n'importe quel problème. Ils finissent toujours par se comprendre. Ils finissent toujours par s'entendre pour pouvoir réussir leur couple, leur relation. Ils peuvent se séparer. Vous allez voir, mais quelques minutes après, ils vont encore se rappeler. Ils peuvent se disputer ici maintenant. Mais le lendemain, si toi, tu fais l'erreur, tu mets ta bouche dedans, tu vas regretter. Les âmes sœurs, c'est comme ça. Vous avez l'impression que l'un complète l'autre exactement. C'est ça. Mais avec le temps, beaucoup de personnes ont toujours des difficultés parce qu'ils n'ont pas d'éléments concrets pour pouvoir donc reconnaître et identifier leur âme sœur. Alors, j'ai donc élaboré cette fois-ci un schéma qui leur permet de détecter aisément cette âme sœur-là. Et je vais vous présenter ce schéma aujourd'hui. J'espère que vous avez tous, autant que vous êtes là, un carnet ou un calepin à côté de vous. Parce que là, je vais vous poser des questions et vous allez essayer de noter les réponses. Et ces réponses-là vont vous permettre vous-même de commencer par identifier qui vous êtes pour pouvoir donc reconnaître votre âme sœur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je continue mon développement. Donc, au regard de tout ce que je vous ai dit, vous devez comprendre que la meilleure façon de reconnaître son âme sœur, c'est soi-même déjà se connaître. Et pour se connaître, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Je vais rapidement vous parler de 4 critères au regard du nouveau développement parce que de l'année dernière à aujourd'hui, ma méthode a beaucoup avancé. Les personnes qui ont suivi la dernière classe de comment attirer à soi le partenaire idéal ont fait une expérience nouvelle parce que cette fois-ci, je leur parlais en termes d'énergie. Au regard de l'évolution de la méthode que j'ai travaillée, il y a des critères aujourd'hui qui entrent en ligne de compte. La première des choses, au regard de tout ce que je vous ai dit, c'est ce que j'appelle le test du débouchage. Lorsque vous êtes en face d'une personne, posez-vous la question, est-ce que cette personne dérange mon ego, mais arrange mon âme? Une personne, merci beaucoup Kofo, est-ce que cette personne dérange mon ego ou arrange mon âme? Mais arrange mon âme, pardon, et non ou. Mais arrange mon âme. L'ego, vous savez, c'est généralement intellect. C'est généralement le plaisir, le confort. Mais l'âme, c'est la satisfaction, c'est la plénitude intérieure. Donc, quelqu'un qui dérange votre ego, c'est quelqu'un, par exemple, qui ne vous conforte pas dans vos bêtises, mais c'est quelqu'un, en fait, qui vous fait des reproches, des remarques, mais qui sont constructives. Vous reconnaissez que ce que la personne dit, c'est dérangeant. Mais au fond, elle a raison. Et que si vous l'écoutez, vous avez quelque chose à gagner. Ça, c'est une personne, en fait, qui vous est utile. C'est une personne qui vous met en face de vos contradictions. Il va révéler des faces de vous que vous-même vous refusez de voir. Est-ce que vous me comprenez? Deuxième chose, par rapport à cela, vous allez voir que c'est une personne qui vous énerve parce qu'elle a raison. Là où vous aviez tort. Il m'énerve, mais ce qu'il dit est vrai. C'est un signe pour savoir que cette personne peut être mon âme sœur. Est-ce que vous me comprenez? C'est une personne qui vous force à devenir meilleur. Deuxième critère, j'appelle ça le test de la complémentarité. Est-ce que cette personne active naturellement ce qui dort chez moi? Deuxième question que vous devez vous poser. Est-ce que cette personne attire naturellement ce qui dort chez moi? Qu'est-ce qui dort chez toi? Est-ce que tu as le sentiment que lorsque tu as rencontré cette personne, quelque chose de nouveau s'est éveillé en toi? Si quelque chose de nouveau s'est éveillé en toi, alors là, c'est bon. Ça veut dire que cette personne est une âme sœur. Ça veut dire que tu ne cherches pas quelqu'un qui est ton clone. Et c'est là que je vais vous parler tout à l'heure d'énergie. J'en viens. Restez en ligne, vous allez me comprendre. Critère numéro 3, votre âme sœur va vous permettre de vous purifier. Donc, est-ce que à son contact, mon passé s'efface? Troisième question. Question numéro 3. Est-ce que au contact de cette personne, mon passé s'efface?
Si lorsque tu es au contact d'un homme ou d'une femme, tu as l'impression que ton passé est davantage accentué, que tes blessures ressortent davantage, qu'il te rappelle sans cesse ton passé, qu'il t'insulte par rapport à tes erreurs du passé, que tu as envie de retourner dans ton passé, tu n'es pas avec la bonne personne. Je répète cette partie-là, qui est fondamentale lorsque vous rencontrez votre âme sœur. Parce que quand vous rencontrez votre âme sœur, vous n'aviez plus peur de vos erreurs. Vous n'avez même pas peur de faire des erreurs. Et cette personne ne vous juge pas. Elle ne vous ramène pas dans le passé. Mais elle vous donne l'impression que vos fautes ne sont rien du tout à ses yeux, qu'il se fout radicalement de votre passé et ce qu'il veut faire, qu'il veut construire quelque chose avec vous. Ça, c'est important. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas comme ça, il est clair, je peux vous dire à 100% que cette personne n'est pas votre âme sœur. L'amour est une eau purificatrice. Quand vous tombez sur le véritable amour, vous vous sentez purifié. Vous n'avez aucun problème. La bonne personne ne va jamais vous juger. En tout cas, pas sur votre passé. C'est le présent qui l'intéresse. Il veut tout faire pour que vous vous améliorez. Voilà. La bonne personne va vous aider à laver votre passé par l'action présente. Quatrième et dernier critère, important aussi pour savoir vraiment si vous avez un bon partenaire qui est votre âme sœur, c'est ce que j'appelle le test de la multiplication. Est-ce que avec cette personne, 1 plus 1 égale à l'infini? Est-ce qu'avec cette personne, je me sens multiplié? Je me sens boosté? Question importante que tu dois te poser. Quatrième question, est-ce qu'avec cette personne, je me sens multiplié? Si tu ne te sens pas multiplié, mon ami, tu n'es pas au bon endroit. Si vous produisez des disputes et de la fatigue, ça veut dire qu'il y a de la soustraction. Ça veut dire que cette personne soustrait quelque chose de toi. Si lorsque vous passez du temps ensemble, si lorsque vous discutez, si lorsque vous marchez, tu as le sentiment que c'est toujours des disputes et de la fatigue, c'est qu'il y a de la soustraction. Et ça, ce n'est pas bien. Si vous entrez dans une forme de routine, vous produisez juste une routine, etc., tu as l'impression que bon, quelque chose n'a pas changé véritablement. Ça, c'est de l'addition. Vous vous ennuyez. Chacun est venu ajouter pour lui et la relation est sans vie. Mais si vous produisez de l'énergie, des projets, de la joie, de l'abondance, ça veut dire que cette personne est votre multiplicateur. Et à partir de cet instant, oui, on peut se dire, cette personne est mon âme sœur. Parce que ensemble, vous devenez une machine de guerre. Ensemble, rien ne vous résiste. Ça, c'est un signe pour savoir que cette personne est peut-être votre âme sœur. Voici venu le moment où je vais vous parler maintenant du test. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître une âme sœur, ni attirer votre âme sœur, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas ce qui siège en vous. Et en travaillant, j'ai fini par synthétiser une chose indispensable. J'ai compris que dans la vie, tout est question d'énergie. Adoboshin disait un truc extraordinaire qui a été à la base de mes activités, de mes recherches. Il disait que l'âme sœur, c'est deux personnes qui possèdent des facultés complémentaires. Des facultés complémentaires. De sorte à ce que les facultés de l'un au contact de l'autre leur donnent une pleine valeur. Il dit, la faculté éveillée de l'un au contact des facultés dormantes de l'autre vont les réveiller, et les facultés éveillées de l'autre au contact des facultés dormantes du premier va éveiller également cela. Donc la notion de faculté est la chose la plus importante quand il s'agit d'identifier et de reconnaître son âme sœur. En connaissant soi-même ses facultés, on peut savoir les facultés dont on a besoin ou les facultés qui peuvent être éveillées en nous pour savoir facilement identifier la personne qui nous est adéquate. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour que je commence par développer les choses? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais commencer d'abord par l'énergie. Je voudrais que vous reteniez qu'en tout et pour tout, nous avons 6 catégories de facultés ou encore 6 catégories d'énergie. Nous avons 6 catégories de facultés. Et chacune de vous, chaque personne, je veux dire, se retrouve dans au moins une de ces facultés.
là, j'entre profondément dans mes recherches personnelles. Lorsque j'ai voulu détecter quelles sont les différentes facultés ou les différentes énergies, il y a systématiquement 6 choses qui m'ont capté. Les 4 premières, nous connaissons tous. Premièrement, quand on parle d'énergie mère ou d'énergie centrale, c'est ce qui guide le monde, c'est ce qui dirige le monde. C'est ce sans quoi le monde ne peut pas vivre. Par exemple, nous sommes tous conscients que l'eau est une forme d'énergie. C'est fluide, ça coule, ça circule. Donc, nous avons les énergies d'eau. Certains vont dire, par exemple, les éléments d'eau, les élémentaux d'eau, bien les signes d'eau, etc. Nous avons l'eau. L'eau est une forme d'énergie. Oui, des gens en possèdent 2 catégories et c'est justement ça le but. On va trouver l'énergie dominante, l'énergie secondaire et on va trouver maintenant l'énergie qui est totalement absente ou bien qui a besoin d'être éveillée. D'accord? L'énergie qui est absente ou qui a besoin d'être éveillée. Donc, ces énergies, les catégories, comment est-ce que je les ai retenues? J'étais en train de vous expliquer. Il faut savoir que nous avons l'énergie, par exemple, d'eau, comme je vous l'ai dit, l'eau. Sans l'eau, l'être humain ne peut pas vivre. Si nous enlevons l'eau de la terre, tout ce qui est sur la terre disparaît. Ça veut dire que l'eau est quelque chose d'indispensable pour l'univers, pour l'humanité. C'est une énergie qui guide, qui anime, qui vivifie l'humanité. Donc, l'eau est carrément une énergie. On peut parler des facultés d'eau ou d'énergie d'eau. Quand on parle de faculté d'eau, vous allez voir, c'est des personnes qui ont comme faculté, par exemple, la compassion. Compassion. Quand on parle de énergie d'eau, c'est des personnes qui ont comme faculté l'amour, naturellement, l'amour du prochain. On peut parler de l'empathie, la sympathie, tout ce que vous voulez. Les facultés d'eau, c'est des personnes qui ont l'écoute développée. C'est des personnes qui ont de la douceur incarnée en elles. C'est des personnes qui savent soutenir. Donc, qui sont des soutiens. Ça, c'est la première catégorie de facultés. Les facultés d'eau. Donc, tout ce qui a rapport à ça, vous pouvez voir, hein, compassion, amour, bonté, bienveillance, écoute, douceur, soutien. Ça, c'est les personnes qui sont dans la faculté d'eau. Je vous enseigne des choses que j'enseigne uniquement lors de mes classes ASPI. Donc, écoutez attentivement. Et j'ai même peur que je ne vais pas republier cette partie-là sur YouTube. Alors, après l'eau, nous avons une deuxième faculté qui se dessine. La terre. La faculté de la terre. Vous savez, la terre est aussi une forme d'énergie qui nous porte, qui nous guide. Si nous enlevons la terre, la vie cesse d'exister. S'il n'y a pas la terre, nos maisons ne peuvent pas tenir. S'il n'y a pas la terre, il n'y a pas de nourriture. S'il n'y a pas la terre, il n'y a pas de... en fait, rien ne peut vivre. Sans la terre, il n'y a aucune plante, rien du tout. Donc, la terre fait partie des énergies qui vivifient. ASPI, c'est attirer à soi le partenaire idéal. Donc, j'ai des formations que j'appelle les classes ASPI, attirer à soi le partenaire idéal. Donc, c'est une formation qui dure sur 6 semaines et que nous allons commencer dans quelques jours. Donc, la terre est l'une des facultés mères qui, sans elle, le monde ne peut pas exister. C'est un type d'énergie. Et quand on parle de terre, il faut voir que les personnes qui ont des facultés de terre, c'est des personnes qui, naturellement, ont ce qu'on appelle la stabilité. Les facultés de stabilité. Vous allez voir des facultés un peu comme la persévérance. C'est des personnes qui, naturellement, sont persévérantes. Vous allez voir, c'est des personnes qui ont des facultés de création. C'est des personnes qui aiment créer, qui ont des idées. D'accord? Quand une personne a des facultés de terre, la personne va avoir le sens du concret. Sens du concret. Et des personnes, on dit, sois réaliste. Sois réaliste. Les personnes qui ont des facultés de, c'est des personnes qui veulent réaliser quelque chose, construire, bâtir. On va parler également de la fiabilité. Est-ce que je n'ai pas un autre bleu quelque part là? Tac, 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 tac.
Non, je vais continuer avec le rouge. D'accord? Sans la terre, ça n'existe pas. Donc, c'est une énergie. Est-ce qu'on continue? Je peux continuer, les amis? Je peux continuer? Pardon. Est-ce que je peux continuer? D'accord. Ok, je continue. Super. Après les facultés d'eau, d'air, nous avons naturellement les facultés d'air. Et une fois encore, si on prive l'air, il n'y a plus de vie également. Observez bien. Merci beaucoup, Néné. Si on prive d'air, il n'y a plus de vie dans l'univers. Merci beaucoup, Néné. L'air est indispensable au fonctionnement de l'univers, au fonctionnement du monde. Sans l'air, je ne vis pas, les plantes ne vivent pas, les animaux, rien, tout va disparaître. Même l'eau en surface de la terre, s'il n'y a plus d'air, l'eau va devenir puante et puis elle est beaucoup plus destructrice, elle ne nous sert plus à rien. Quand une personne a des facultés d'air, c'est une personne qui a les facultés de communication. Vous pouvez déjà commencer par vous retrouver petit à petit dans ce que je suis en train de dire. C'est des personnes qui ont de la créativité. D'accord? C'est des personnes qui savent transmettre, transmission. Donc, c'est des personnes qui peuvent enseigner correctement. D'accord? C'est des personnes qui ont comme faculté inspiration. Et des personnes qui ont comme faculté aussi la vérité. C'est des personnes, on peut parler également de l'expression. Donc, quand quelqu'un arrive à exprimer facilement, aisément, ce qu'elle a au fond d'elle, cette personne, elle a des facultés d'air. À part l'air maintenant, nous avons des facultés de feu, naturellement. Les facultés de feu. Jusque-là, ce que je dis n'a rien de surprenant quand je parle en termes de faculté ou en termes d'énergie. Tout le monde connaît ça. Le feu, nous savons que sans le feu, il ne peut pas avoir de vie. Ça peut paraître simple, mais c'est comme ça. Le feu, généralement, quand on parle de feu, il faut souvent voir le carburant, la motivation, ce qui met le feu, ce qui transmet la vie. Et quand on parle de feu, on va avoir comme faculté le courage. Sans le courage, ce serait compliqué de vivre. Nous allons avoir l'action. D'accord? Nous avons également ce qu'on appelle le leadership. Le leadership. Nous avons la détermination. Nous avons la détermination. La protection, la justice. Donc, protection, justice. Ça, c'est des personnes qui ont comme faculté de base les facultés de feu. Est-ce que vous me suivez? Ça évolue correctement. Donc, jusqu'à ce niveau-là, je viens de parler des 4 premières catégories. Dans quelle catégorie vous trouvez-vous déjà à ce stade-là? Soit vous avez des facultés d'eau dominantes en vous, soit vous avez des facultés de terre dominantes en vous, soit vous avez des facultés d'air dominantes en vous, soit vous avez des facultés dominantes de feu en vous. Et en fonction de chacune de ces facultés, vous avez besoin d'une faculté complémentaire. Tout en partant du principe que aucune faculté n'est mauvaise parce que tout ce que Dieu crée est parfait. Maintenant, c'est là que ça devient serré. Il reste maintenant les 2 dernières catégories. Et là, comment est-ce que on peut, quels sont les autres éléments sans lesquels nous ne pouvons pas vivre, sans lesquels nous ne pouvons pas exister? Nous avons par exemple la lumière, les facultés de lumière. Ça peut paraître basique, on peut se dire, ah non, la lumière et le feu
se ressemblent. Mais non, le feu est différent de la lumière. La lumière, c'est ce qui donne la clarté, la vision, la sagesse. Donc, quand on dit qu'une personne a des facultés de lumière, c'est une personne qui a, par exemple, la faculté, la capacité de faire facilement ou de mettre sur pied la vision. C'est une personne qui a la clarté. Vous allez voir, par exemple, la sagesse, l'intuition. Si tu es quelqu'un, tu as l'intuition très développée, ça veut dire que tu as une faculté de lumière. Il y a également des personnes qui peuvent être dans la guidance, qui peuvent avoir comme faculté la guidance, la facilité à orienter, la facilité à montrer le chemin. Donc, ça, c'est la 5e catégorie. Je vais devoir nettoyer le tableau pour vous parler de la 6e catégorie. Lumière, vous avez comme faculté la vision, la clarté, la sagesse, l'intuition et l'endurance. D'accord? Est-ce que je peux effacer le tableau pour pouvoir continuer? Donc, nous avons 6 catégories. La première, nous avons la catégorie d'eau. Quand vous avez les facultés d'eau, vous avez comme faculté compassion, amour, écoute, douceur, soutien. Quand vous êtes quelqu'un qui a les facultés de terre, vous avez la stabilité, la persévérance, la création, le sens du concret et la fiabilité. Quand vous êtes quelqu'un, vous avez les facultés d'air, vous avez comme faculté la communication, la créativité, la transmission, l'inspiration, la vérité. Quand vous êtes quelqu'un, vous avez en vous des facultés de feu, vous êtes quelqu'un, vous avez en vous le courage, l'action, le leadership, la détermination, la protection, la justice de façon innée. Quand vous êtes quelqu'un, vous avez des facultés de lumière, vous avez en vous la vision comme étant faculté, la clarté, la sagesse, l'intuition, la guidance, etc. La 6e catégorie, c'est ce qu'on appelle les facultés d'âme. Vous savez, sans l'âme, il n'y a pas de vie sur terre. Toutes les vies qu'il y a sur terre ont besoin d'une âme. Les facultés d'âme. Quand vous avez les facultés d'âme, ça veut dire que vous êtes guidé, vous avez par exemple les facultés de la foi. Quand une personne a les facultés d'âme, c'est une personne qui a comme faculté par exemple la foi, la connexion. C'est une personne qui a pour faculté l'alignement, l'intériorité. Quelqu'un qui sait se remettre en cause, se retourner, bon, intériorité, se retourner vers, comment on va dire, vers lui-même. Nous avons la notion du sens, comprendre facilement le sens de la vie, le sens des choses. Nous avons la reliance. Dans ces 6 catégories-là, nous nous retrouvons souvent dans au moins 2 catégories. Nous avons souvent une catégorie forte, une catégorie de soutien et une catégorie totalement faible dans laquelle nous avons besoin d'être compensés. Donc, si vous comprenez bien mon raisonnement, votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a les facultés les plus dormantes chez vous. De sorte à ce que, en contact avec cette personne, vos facultés dormantes doivent être éveillées par ces facultés éveillées de l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Rassurez-moi, est-ce que vous me comprenez maintenant? Ok, vous me comprenez parfaitement. Maintenant, lorsque, qu'une fleur, vous n'avez pas compris, je répète, je viens de vous donner les 6 catégories de facultés. J'ai parlé de facultés d'eau, j'ai parlé de facultés de terre, j'ai parlé de facultés de feu, d'air, de lumière et d'âme. Chaque être humain a au moins 2 catégories dominantes. Il peut arriver que vous ayez par exemple des facultés d'eau dominantes et que vous ayez des facultés d'âme comme soutien. C'est les 2 dominants ça.
Mais il va y arriver parmi les 6, vous aurez une des catégories qui est totalement absente ou endormie en vous. Et ça veut dire que votre âme sœur, c'est la personne qui a ses facultés éveillées de l'autre côté qui sera votre âme sœur. Parce qu'en vous mettant ensemble avec cette personne peut éveiller en vous ces facultés qui dorment en vous. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Madame Ekoué, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui ont dit non. Est-ce que maintenant vous me comprenez correctement? Merci beaucoup. Madame Ekoué, est-ce que vous me comprenez? Je veux m'assurer avant de continuer. Ok, super. Effectivement, quand on rencontre son âme sœur, c'est un réveil. Je ne dirais pas brutal, mais c'est un réveil. Avec le temps, ces choses-là vont s'éveiller naturellement en vous. Maintenant, tout à l'heure, quand j'ai donné les différentes catégories, vous êtes nombreux à dire, je suis dans telle catégorie, moi je suis dans telle catégorie. Et si vous ne le savez pas faire, vous allez vous retrouver dans plusieurs catégories à la fois. Même plus de 2, parfois plus de 3, parfois plus de 4. Et vous serez encore perdu. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de plutôt faire un texte pour être plus sûr de mieux maîtriser sa catégorie. Et chaque catégorie va vous donner des scores. Et c'est ce que nous allons faire là tout de suite. Là, je vous donne quelque chose d'exclusif. Je ne partage presque jamais ça de façon publique.